Alors effectivement, donc d'abord, je suis content d'être là pour partager avec vous ces aspects-là. Et puis, je vais essayer du coup de répondre à deux questions. D'abord, qu'est-ce qui peut empêcher la sollicitation de la métacognition dans nos classes, dans nos pratiques? Et donc, pour ça, on va regarder ce qu'il en est des croyances des enseignants. Et puis, deuxième question, c'est du coup comment on peut faire avec les étudiants pour solliciter la métacognition et on va regarder sa mise en pratique. Alors, peut-être en guise d'introduction, d'abord, une phrase que je trouvais assez intéressante de collègues canadiens qui disent qu'il est essentiel que la prochaine génération d'enseignants ait une bonne compréhension à la fois de ce que c'est que la métacognition et à la fois des manières de la soutenir dans les classes. Alors, du coup, ça renvoie à la question, tiens, pourquoi est-ce qu'on arrive avec ça? Et on a déjà eu pas mal de réponses chez les collègues. D'abord parce que la métacognition, si on regarde les dimensions de l'efficacité d'un enseignement, en fait partie. Alors, vous les connaissez, mais je les rappelle quand même. Un enseignant efficace, c'est quelqu'un qui est au clair avec les objectifs et les communique aux étudiants, qui connaît le contenu de son programme et les stratégies pour l'enseigner, qui utilise le matériel pédagogique existant de manière experte, dans l'idée d'avoir une rentabilité du temps, qui adapte ses interventions. On est là dans la connaissance des profils, dans l'évaluation formative, qui implique les étudiants dans le processus d'évaluation, qui offre des feedbacks, qui fait des liens entre les cours, entre les matières, et aussi qui enseigne les stratégies métacognitives et qui donne l'occasion aux étudiants de les partager et de les maîtriser. Alors le focus ici est bien sûr mis sur l'enseignement et la mise à l'honneur de la métacognition dans nos pratiques. Alors, ça avait déjà été aussi mentionné par Atti, qui avait identifié la métacognition comme la 9e variable dans les variables les plus efficaces au regard des performances académiques et scolaires. Alors, c'est plus à démontrer, hein, et les collègues l'ont dit, la métacognition, elle permet d'améliorer la réussite scolaire. Il y a une série de recherches et d'études qui le montrent. Elle permet à l'étudiant, effectivement, de prendre conscience de ce qu'il fait, de ce qu'il pense, d'évaluer l'efficacité de ses actions et surtout de mettre en place des stratégies de changement. Et c'est bien là qu'on va. Et puis, elle joue positivement aussi sur le sentiment d'efficacité personnelle des apprenants. Par exemple, quand on demande à l'étudiant de regarder la première version d'un chapitre de son mémoire et puis la dernière version, on imagine bien tous les éléments positifs qu'il arriverait à mettre en évidence et donc du coup d'améliorer son sentiment d'efficacité personnelle. Alors, néanmoins, les études montrent aussi que peu d'enseignants tiennent compte de la métacognition dans leur pratique. Et puis, justement, on pourrait se poser la question du pourquoi. Pourquoi à la fois la recherche et les résultats mentionnent que c'est une pratique efficace et pourquoi à la fois dans les classes, il y a des fragilités pour la mettre en place. Alors, les réponses, elles sont dans les deux thèmes de cette présentation. À la fois, il y a des croyances qui sont bien installées chez les enseignants qu'il faudrait, en tous les cas, déconstruire. Ça va être la première partie de mon propos. Et puis, le deuxième aspect, c'est qu'il y a un manque de formation pour la mise en place. Et donc, ce sera la deuxième partie de mon propos, de regarder, de donner des pistes en fait de mise en place de la métacognition. Alors, croyance et réalité, ça vient d'un chapitre que j'ai écrit avec Élise Barbier. Élise Barbier, elle travaille à la Haute École Vinci et elle mène une thèse justement sur les connaissances, les croyances et les pratiques métacognitives à l'intérieur de la formation des enseignants du secondaire. Et c'est un chapitre qui va être inclus dans un des livres que Jean-Louis Berger a mentionné tout à l'heure. Alors, si on regarde ce que c'est qu'une croyance, on sait maintenant que les croyances des enseignants sur l'éducation, qu'elles soient personnelles et professionnelles, et les connaissances formelles que les collègues possèdent, ont une influence sur les choix pédagogiques. Alors, ce qu'on sait sur les connaissances formelles relatives à la métacognition, c'est que donc les études là, des collègues qui sont mentionnés, c'est qu'il y a des difficultés conceptuelles par rapport
au concept de métacognition. Et quand on interroge les profs de manière par des questionnaires ou bien par des entretiens, on voit qu'il y a des contradictions dans la compréhension du concept. Alors, on ne va certainement pas juger les collègues ici, parce qu'on l'a vu et ça a été mentionné auparavant, qu'il y a un flou conceptuel important dans la littérature et que ce concept n'est effectivement pas simple à définir tant il est polysémique. C'est aussi un thème neuf dans la formation. Là, je voulais mentionner que nous, comme apprenants, on n'a pas nécessairement eu l'habitude d'avoir des sollicitations métacognitives au fil de notre parcours. Et donc, ce n'est pas tout naturel de le faire à notre tour quand on est formateur avec les étudiants. Par ailleurs, quand on regarde les curriculums de formation, notamment dans la formation des enseignants, c'est vraiment tout nouveau dans certains programmes de trouver la métacognition comme vraiment un thème, et en tous les cas un thème sur lequel on s'attarde. Alors néanmoins, les mêmes enseignants qu'on questionne dans les différentes études là, qui sont mentionnées, ils savent quand même ce qui est bon de faire. Ils ont une connaissance pratique, entre guillemets, de ce qu'on peut faire en classe, mais ils ne le font pas nécessairement. Et là, je vais basculer vers les croyances juste après. Et il a été montré également que c'est bien souvent les enseignants expérimentés qui sollicitent davantage la métacognition, comme si c'était quelque chose qui est l'apanage de ceux qui ont, qui ont passé leur moment de survie et qui ont effectivement le temps et l'opportunité de s'intéresser à cela. Alors, on regarde maintenant les croyances des enseignants relativement à la métacognition, et puis je les ai classées, ces croyances-là, en deux parties. La première partie, c'est toutes les croyances qui concernent plutôt les rôles de l'enseignant et puis ce qu'ils peuvent penser de l'apprentissage. Alors, toute une série de personnes ont comme croyance que le rôle prioritaire des enseignants, c'est de transmettre des connaissances sur les matières, et ces personnes-là, au fond, disent qu'il n'y a pas de place pour d'autres choses ou pour l'aspect réflexif dans leur cours. Un autre élément qui appartient aux croyances des enseignants qui ont été questionnés dans les études là, qui sont rapportées, c'est des croyances négatives ou des croyances sceptiques en disant au fond c'est inutile, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Et donc, ce sont des éléments qui amènent l'évitement de la métacognition dans les pratiques. Troisième élément, c'est dire, en fait, moi tout seul dans mon cours, moi tout seul dans mon unité d'enseignement, c'est compliqué, c'est quelque chose que je pourrais imaginer de faire si c'est réfléchi de manière évolutive, ça doit être un projet d'équipe, un projet de formation, un projet d'institut. On a donc là ici trois croyances principales, entre guillemets, qui font que la métacognition n'est pas nécessairement mise à l'honneur dans les pratiques. Les autres croyances, la deuxième boîte de croyances, elles sont plutôt axées sur les possibilités de ce que l'étudiant peut ou ne peut pas faire. Par exemple, l'idée que certains naissent meilleurs apprenants que d'autres, et donc que du coup, on aurait beau faire de la métacognition, pour ceux qui ne sont pas nés meilleurs apprenants, ça ne leur servira pas. Il y a aussi cette idée que la métacognition va être accessible à certains et pas à d'autres, certains qui seraient avec des profils plus performants, et donc ceux-là, quand ils auront terminé les tâches, vont avoir le temps de réfléchir sur comment ils ont fait, par exemple. Et puis l'idée aussi, certains étudiants ou certains élèves, et là dans les travaux, c'est mentionné souvent, les élèves plus jeunes n'ont pas la possibilité de répondre aux questions métacognitives que les formateurs ou les enseignants pourraient leur poser, ou bien qui ne comprendraient tout simplement pas ce qu'on leur demande. Alors ça, c'est le volet des croyances. Si on va maintenant regarder dans la réalité, je vous ai fait ici un schéma qui vient des travaux de Weyman, qui mentionne en fait le développement de la métacognition. Alors c'est assez positif et favorable quand même relativement à nos étudiants du supérieur, parce que regardez, déjà à 3-5 ans, comme José l'a mentionné tantôt, la théorie de l'esprit est déjà présente.
Et puis, dès l'entrée à l'école primaire, au fond, les connaissances relatives à la mémoire, on a parlé tantôt de la métamémoire, et certains savoirs métacognitifs, certaines connaissances métacognitives se développent déjà à 6 ans. Et puis, relativement là aux travaux qui sont convoqués, c'est entre 8 et 10 ans que certaines stratégies ou compétences métacognitives vont s'acquérir, notamment le fait de pouvoir planifier ses actions ou de se contrôler en cours de route. Et c'est à partir de 12 ans, et là on trouve ça aussi dans les travaux de Flavel, à partir de 12 ans, donc au stade formel, l'enfant développe son raisonnement hypothético-déductif et donc il fait intervenir la fonction de contrôle du concept de métacognition. Alors tout ça pour dire qu'au fond, on voit ici que c'est à partir de l'école primaire qu'on peut déjà solliciter les élèves au niveau de la métacognition. Et donc, je disais tout à l'heure que c'était favorable, puisque nos étudiants du supérieur et du secondaire sont tout à fait à même de répondre aux sollicitations métacognitives qu'on pourrait leur suggérer. Un autre résultat qui me paraissait intéressant de partager avec vous, et c'est relativement au fait qu'on est bon apprenant et puis ça s'arrête là. En fait, il a aussi été montré que la métacognition d'une personne peut évoluer au fil du temps. Alors ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'il faut persévérer en fait dans la sollicitation métacognitive et que quelque part, on peut développer vraiment des capacités à être de plus en plus métacognitif. Et un autre élément, c'est qu'il a aussi été montré que ce n'est pas dépendant du profil intellectuel de l'étudiant. Au fond, qu'est-ce qu'on retient? C'est que la métacognition peut être accessible à tous, peut être utile pour tous. Alors néanmoins, et puis ça c'est intervenu aussi dans les interventions des collègues précédents, hein, ça demande quand même quelques points d'attention. Le premier point d'attention, c'est d'expliciter aux étudiants le pourquoi. Quelque part, ça pourrait effectivement être pris comme une intrusion ou comme des « tiens, pourquoi est-ce qu'on me demande de répondre à toute une série de questions à un moment donné ?» Et donc, il y a là l'idée d'avoir un contrat clair avec les étudiants, avec les élèves, et de leur expliciter pourquoi à un certain moment on va leur poser des questions, on va leur offrir du temps pour écrire dans un journal personnel, pourquoi on leur demande à un moment donné de communiquer à quelqu'un comment ils font certaines choses. Donc avoir un contrat clair qui pourrait au fond se donner en même temps qu'on donne les objectifs du cours, hein, quand on montre les stratégies qu'on utilise nous comme enseignants pour les faire réussir, pour les faire apprendre. Il me semble à mes yeux que c'est intéressant d'expliciter ce contrat-là. Deuxième élément, c'est que c'est important de planifier ces moments métacognitifs, et ça va être mon propos ensuite, hein. C'est dire au fond, effectivement, ça pourrait s'improviser dans les enseignants les plus chevronnés, mais l'idéal, ce serait de prévoir et de planifier ces moments comme faisant partie de notre scénario de formation. Et donc de penser, quand on prépare notre cours, notre PowerPoint, nos supports, les interactions avec les étudiants, de penser à quel moment il serait propice de solliciter la métacognition et de quelle manière. Et puis le troisième élément que j'avais envie de soulever, c'est de persévérer. Quelque part, si on ne le fait qu'une fois, on pourrait se dire, au fond, les réponses des étudiants, oui, la première fois, si on ne l'a jamais fait avec eux, elles risquent ces réponses d'être très brèves. Que fais-tu? Je réalise la consigne. Quelques fois après, si vous regardez ici, et ce sont des réponses d'élèves de 5e primaire, là vous avez, l'élève arrive à dire ce qu'il est en train de faire et développer beaucoup plus sa réponse. Et donc, au final, offrir ces temps de manière régulière, ça va être quelque chose qui va être intéressant. Donc, première partie de cet exposé, qu'est-ce qu'il faut retenir comme message clé? Au fond, le premier message clé, c'est que la métacognition, elle est complexe à définir et on ne peut pas nous en vouloir puisque c'est le cas également dans la littérature. Mais néanmoins, on a toute une série de balises qui nous permettent de l'essayer avec les étudiants. La balise elle est favorable pour tous peuvent arriver à un moment donné à répondre à ces questions. Et puis la balise d'expliciter pourquoi on fait ça, de réfléchir sur les moments où on le fait, et puis d'offrir plusieurs occasions de le faire.
Alors, je vous emmène dans des perspectives ici de mise en pratique. Alors, moi, je suis parti d'une définition pour essayer de voir d'abord quand on pouvait mettre en place la métacognition dans nos cours. Et puis, la deuxième interpellation, ce sera de regarder comment on peut faire. Alors, la définition que j'ai choisie ici, elle mentionne que la métacognition, c'est un regard qu'une personne porte sur sa démarche mentale avant, pendant et ou après l'apprentissage. Et donc, il y a l'idée de planifier, d'ajuster, vérifier, évaluer son processus. On retrouve ici des liens avec notamment le modèle que Jean-Louis a présenté tout à l'heure. Alors, c'est là-dessus que je vais me baser pour répondre à la question de, finalement, dans mon cours, à quel moment je peux penser à la métacognition. Et dans mon cours, je peux penser à solliciter la métacognition des étudiants avant de les lancer dans une tâche, de manière proactive, de manière interactive, c'est-à-dire pendant qu'ils sont au travail, et puis de manière rétroactive, sans surprise, c'est-à-dire quand la tâche est terminée et quand on a un regard a posteriori qu'on peut porter. Et puis pour ça, nous, on a développé un petit modèle en fait, qui peut effectivement faire penser aux différents types de questions qu'on peut poser aux étudiants. Premier type de questions, ça peut être des questions de type orientation. Alors, c'est des questions qui vont permettre aux étudiants de définir leur but, de définir des objectifs personnels qu'ils ont. Alors, bien souvent, on donne la tâche à tout le monde et puis on met les étudiants au travail. Ici, l'idée, ce serait qu'entre ces deux périodes où on explique la tâche et où on demande aux étudiants de la réaliser, ce serait qu'il y ait un temps pour eux de se dire, tiens, finalement, à l'intérieur de cette tâche, quels sont mes objectifs personnels à moi? Qu'est-ce que je veux avoir comme type de dépassement? Qu'est-ce que je me donne comme objectif particulier? Donc, imaginons que vous êtes en train de leur faire un travail, une présentation. Mais chaque étudiant pourrait, relativement à cette présentation, avoir des objectifs personnels. Faire rire, faire apprendre, faire 15 DIA qui vont être parfaites, enfin des objectifs très précis. Deuxième type d'interaction qu'on peut avoir avec eux avant qu'ils se lancent dans la tâche, c'est des interactions de type relevé stratégie, prévision des étapes. Comment est-ce que tu vas procéder, par quelle étape tu vas passer, tu vas faire une prépa de leçon à ce moment-là, quel est le matériel que tu as déjà, comment tu vas procéder. On est là dans le relevé des stratégies. On peut aussi prévoir des temps de métacognition quand les étudiants sont au travail, avec l'idée de leur permettre de mettre un haut-parleur sur leur tête, et donc l'idée de leur dire pourquoi ils font telle ou telle action, en tout cas de leur faire spécifier, pas les pourquoi, mais plutôt la manière dont ils détectent leurs erreurs et quelles décisions d'exécution ils appliquent. Alors là, c'est, je vois que tu viens de faire telle ou telle action, est-ce que tu peux me décrire ce changement? Est-ce que tu peux me décrire ce qui t'amène à faire cette action-là? Et puis, on peut aussi penser à solliciter la métacognition après les tâches des étudiants. Et donc, faire le point ici, donc en espèce de est-ce que tu es satisfait de ton travail? Est-ce que tu as atteint l'objectif visé? Quelles sont les qualités de ta production? On voit bien là toutes les questions d'auto-évaluation d'une production. Et puis, à mes yeux, c'est celle-ci qui serait une des plus intéressantes en tous les cas, c'est de pouvoir faire une question sur la révision du processus. C'est dire, demain, tu vas refaire la même activité, demain, tu vas reprendre la rédaction de ton cas théorique de ton mémoire, demain, tu vas refaire telle ou telle tâche. Quelles seraient les stratégies que tu vas adopter pour être plus efficace? Alors, cette question-là, par exemple, relativement, par exemple, à l'école primaire ou secondaire, elle me semble intéressante parce que souvent, dans les cahiers, on a des éléments en termes de contenu et on a peu d'éléments en termes de stratégie pour lire, stratégie pour écrire tel ou tel genre de texte. Et dans le supérieur, on pourrait voir stratégie pour réussir une préparation, stratégie pour faire un cas théorique qui fait des liens avec les auteurs, et donc d'avoir des listes
de stratégies efficaces sur lesquelles on a pris le temps de discuter et peut être vraiment intéressant. Alors, je disais tout à l'heure que ces différents moments, ce serait génial de les penser au moment où on prévoit nos cours, où on prévoit les différentes séances, de manière à ce que ce soit effectivement inclus dans l'apprentissage et pas un surplus qu'on fait si jamais on a encore du temps, par exemple. Alors, comment on peut faire de manière concrète? Et puis là, j'ai épinglé toute une série d'éléments. Alors, ça peut être des éléments qu'on fait nous comme formateurs à l'intérieur du cours, mais vous pouvez les prendre aussi comme des éléments de recherche. Et donc, une manière de recueillir des données, par exemple, auprès des étudiants ou des élèves. Alors, une première chose, sans surprise aussi, c'est de poser une série de questions. On appelle ça des prompts métacognitifs. Au fond, c'est de permettre à un moment donné aux personnes de verbaliser les pratiques, d'expliciter ce qu'elles font. Et là, c'est l'enseignant qui pose la question à tout le groupe, à toute la classe, et puis plusieurs étudiants peuvent répondre. L'avantage, c'est qu'il y a un partage d'informations. Admettons que vous faites ça au milieu d'une tâche et puis vous demandez aux personnes oralement de partager les difficultés, les ressources, les stratégies. Et certains vont le faire. Et donc, on voit bien que ça peut soutenir la réalisation de la tâche. Ça peut soutenir l'enseignant aussi qui, peut-être à un moment donné, peut être sollicité par les étudiants tous en même temps. Donc, première solution, c'est de prévoir certaines questions dans son cours et puis on invite ceux qui le veulent à pouvoir le faire. Il y a là la dérive que José Wolf mentionnait au départ, c'est le biais de désirabilité sociale et donc de répondre au fond à l'enseignant ce qu'il aurait envie d'entendre. Donc, c'est important d'avoir d'autres systèmes et de pouvoir les varier. Alors, un autre système, c'est que l'enseignant va à côté de l'étudiant ou à côté de l'élève pour lui permettre d'aller plus loin dans ses verbalisations. On voit bien que ça, on n'a pas l'occasion de le faire systématiquement, mais par contre, si on a un étudiant en one-one, one-to-one, si on l'aide pour son mémoire, ou bien on va s'asseoir à côté d'un étudiant à un moment donné pour lui permettre d'expliciter en fait les difficultés, ce qu'il est en train de faire. Autre stratégie, c'est cette fois-ci de leur faire répondre dans un micro ou bien dans un microphone ou bien sur leur GSM. L'idée, c'est d'avoir des traces audio pour eux. Alors, pour certains cours, ça peut très bien s'y prêter. Ces traces, on n'y a pas accès nécessairement comme formateur. On est vraiment bien dans l'idée que ça reste intime et on prévoit du temps pour que la personne puisse répondre aux questions. Un autre élément, c'est que l'élève ou l'étudiant complète seul un document. La réflexion sera moins spontanée, mais en tous les cas, elle sera plus réfléchie. Alors, si vous regardez quelques manuels scolaires, on voit ça de plus en plus apparaître. C'est-à-dire qu'on a réfléchi à l'intérieur même du manuel scolaire à des questions qui peuvent amener l'élève à réussir, à ce qu'il a appris, à répondre à ce qu'il a appris, à ce qu'il a amené à réussir, à ce qu'il retient, aux stratégies intéressantes. Alors, un exemple tout perso, c'est que dans mon cours à l'agrégation, systématiquement, je demande aux étudiants en fin de séance, et il y a 5-10 minutes qui sont dédiées à ça, d'avoir un journal de bord où ils doivent noter ce qu'ils ont fait en termes de tâches et d'activités, ce qu'ils ont appris en termes de concepts et ce qu'ils vont en faire en termes d'actions futures, de messages clés pour leur pratique. Et pour chaque séance, au fond, ils construisent un tableau en 3 colonnes en termes de dire on a fait telle activité, il y a tel et tel concept qui ont été travaillés grâce à cette activité-là, et voilà le message clé que je retiens pour mes pratiques. Au fond, c'est aussi un journal ici de bord auquel je n'ai pas accès, mais qui permet à chacun de faire le point. Et puis, un autre élément, une autre façon ici encore de le réfléchir, c'est de proposer des allo-confrontations. Alors là, pour le coup, ce n'est plus l'enseignant qui est à la manœuvre, mais c'est d'avoir prévu un temps où les élèves, les étudiants vont partager à deux. Alors bien souvent, quand on a donné une tâche aux étudiants, on leur demande de comparer. Au fond, ils lisent ce que l'autre a fait, ils lisent la production.
Ici, ce n'est pas ça. Ici, l'idée, c'est vraiment de dire, vous retournez votre feuille, vous cachez votre ordi, peu importe, mais vous discutez d'où vous en êtes, des difficultés que vous avez, des stratégies que vous avez mises en place, des choix que vous avez opérés. Et donc là, c'est l'idée d'une discussion sur vraiment les stratégies ou les pratiques de travail qui est favorisée. Alors, les collègues ici ont mis en évidence 3 types de questionnements métacognitifs ou 3 types d'interventions qu'on peut prévoir à ce titre-là. On peut prévoir une série de sollicitations en termes de jugement. Alors ça, c'est tous les jugements d'apprentissage, par exemple, l'estimation de temps nécessaire, l'estimation de l'effort, le sentiment de réussite de la tâche, donc le jugement de réussite de la tâche, et donc toute cette boîte de jugement. Une autre boîte, et puis là, on en a parlé avant, les sentiments, la familiarité, la confiance, la difficulté, le plaisir. Et puis une troisième approche, c'est tout ce qui est verbalisation à haute voix en cours de travail. Donc là, le fait de mettre un haut-parleur alors sur ses manières de faire. Alors, ma conclusion et puis le message final, c'est que certains travaux le mettent en évidence, la métacognition, elle ne se fait pas de manière automatique et donc la sollicitation du formateur, de l'enseignant est importante. Ce qu'on retient, c'est qu'il y a effectivement des difficultés conceptuelles qui sont compréhensibles, mais à la limite qui sont dépassables et qui nous permettent quand même de mettre en pratique une série de choses. Deuxième élément, c'est qu'il n'y a pas de frein, entre guillemets, valable à la mise en pratique, puisque les théories nous montrent que tout un chacun est à même de pouvoir y arriver. Troisième élément, et je trouve qu'il est important, ce n'est pas de considérer la métacognition comme un plus, entre guillemets, un fardeau supplémentaire, mais bien une inclusion. Donc, c'est dire que quand je prépare mon cours, quand je prépare mon unité d'enseignement, j'y suis aussi attentif et c'est vraiment inclus dans ma planification. Au fond, c'est vraiment l'idée que ce n'est pas quelque chose qu'on demande aux profs à faire en plus de tout le reste, mais c'est quelque chose qu'il faut inclure pour que tout le reste soit bien pris en charge. Et puis, le dernier message clé, c'est d'être clair avec l'étudiant pour qu'il comprenne pourquoi on le sollicite à un certain moment, pour qu'il comprenne pourquoi il y a des temps où on l'envoie dans un journal réflexif, où on l'envoie discuter avec ses pairs de comment il fonctionne, pour justement lui montrer de manière très claire dès le début que ces temps-là sont favorables à son apprentissage. Voilà, merci pour votre écoute.